Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Coup de projecteur. Cette semaine, le Coup de projecteur a décidé de braquer ses projecteurs sur la question fondamentale de paix en Guinée. Vous le savez, la Guinée vient de célébrer le dimanche passé la journée internationale de la paix, à l'instar des autres pays du monde entier. Avec les acteurs sur ce plateau, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la journée internationale de la paix, qu'est-ce que c'est qu'une culture de paix et pourquoi parle-t-on de paix en Guinée. Également, nous allons parler de comment consolider la paix aussi en Guinée forestière, où la situation de crise d'Ebola, dans le cadre précis de la sensibilisation, a fait des victimes ces derniers jours. Alors pour parler en clair de cette situation de paix en Guinée, nous avons sur ce plateau des acteurs et non des moindres de la question de paix en Guinée. Je vais nommer Monsieur Thierno Aliou Diaoné. Il est ancien ministre, il est actuellement coordonnateur du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies en Guinée. Alors il faut rappeler que le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix finance des interventions qui appuient la dynamique préventive des facteurs de conflit. Donc une fois encore, M. Diaoné, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Également, nous avons une des combattantes de la paix, docteur honorable, docteur Dalikatou Diallo, député du Parlement guinéen et puis du Parlement panafricain et membre de la commission santé, travail et affaires sociales. Elle est également secrétaire générale du Forum des femmes parlementaires de Guinée. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors merci d'être venue dans cette émission qui parle de paix. La paix, c'est une question qui préoccupe aujourd'hui l'État guinéen et ses partenaires. Alors pour faire le tour de cette question, nous allons avec vous, pour rentrer dans le vif du sujet, suivre le tour de terrain de notre équipe de reportage, un tour de terrain réalisé par Sekou Ferda Kourman, Amarako Bassouma et Almami David Silla. Suivez. Garante de tout développement durable, la paix est recherchée depuis l'aube de l'humanité. Cette quête permanente suppose que la paix est fragile et sensible. C'est pourquoi la préserver nécessite l'implication de tous les membres du groupe social. En décrétant le 21 septembre, Journée internationale de la paix et du cessez-le-feu, les Nations Unies veulent freiner l'ampleur des violences qui minent le monde. Pour y arriver, les dirigeants doivent consulter les masses, leur communiquer les motifs d'une décision, instaurer un état de droit qui se caractérise par une séparation des pouvoirs, une justice indépendante, avec à la clé le renouvellement du mandat par la voie des urnes. Construire et préserver la paix est un long chemin que nous devons parcourir ensemble, pas à pas, et poser étape par étape, domaine par domaine, dans les institutions publiques, dans les partis politiques, dans les structures sociales, dans les familles, les solides bases d'une paix démocratique. Moi, je voudrais, à l'occasion de cette journée internationale de la paix, en appeler à la bonne conscience, en appeler à au cœur des Guinéens, de nos frères et de nos sœurs, que nous sommes tous des Guinéens, que nous n'avons que cette patrie-là en commun, et que nous devons, même dans nos différences, même dans nos différences d'opinion ou de point de vue, que nous devons toujours préserver l'unité nationale. Depuis l'indépendance, le Guinéen a commencé à cultiver la paix, la solidarité. Avant même les indépendances, le Guinéen, dans un brassage de mariage, dans les mariages, a su réunir Peul au Soussou, Malinké au Kissien, Soussou au Pelé, Malinké au Peul, pour donner des métis, des Guinéens tout court. Des Guinéens, donc pour les uns c'est des pères, pour les autres c'est des mères, et pour ceux-là c'est des oncles ou des petits-fils. C'est là que la paix est indispensable. Je prône la paix. La paix. En Guinée, les autorités s'évertuent à amener le pays dans ce sens. Avec le soutien du Fonds de consolidation la paix des Nations Unies, de nombreuses réformes ont été engagées, notamment dans les secteurs de la sécurité, la promotion de l'unité nationale, la réconciliation nationale et l'emploi des jeunes et des femmes. Ce fonds est intervenu pour 55 millions de dollars en Guinée, avec pour objectif le renforcement du processus démocratique et de l'état de droit. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'ouverture de la
Guinée, longtemps restée au banc des institutions financières et diplomatiques internationales au reste du monde. Les leaders politiques, lors de leur assemblée, doivent enseigner à leurs militants la préservation de la paix. Également, les leaders religieux, musulmans, chrétiens, dans leur prêche, doivent prôner également la paix. Les coordinations régionales que nous avons aujourd'hui doivent chacune parler à leurs fils qu'aujourd'hui, il faut préserver la paix. Pourquoi? Parce que la paix, on ne connaîtra la valeur de la paix que lorsqu'on l'aura perdue. Pour que la paix soit renforcée en Guinée, le réseau des femmes de Fleuve Mano pour la paix, qui a toujours travaillé dans le domaine de la prévention des conflits, envisage d'organiser des sessions de formation pour le renforcement des capacités des organisations féminines, mais aussi d'organiser des actions de plaidoyer, des caravanes, surtout dans les zones frontalières, dans les pays de l'Union du Fleuve Mano. La célébration du 21 septembre, Journée internationale de la paix, sied au chef de l'État qui fait de la paix sa priorité. En témoigne la lutte contre la violation des droits de l'homme et des libertés publiques, la mise en place d'une commission provisoire de réconciliation nationale, la promotion de la culture de paix et des prières dites pour la stabilité en Guinée. Un vrai mérite pour un pays dont les indicateurs économiques et sociaux étaient au rouge il y a quelques années. Nos téléspectateurs, retour sur ce plateau. Alors, M. Diaoné, Dr Djalikatou, vous avez suivi avec nous ce reportage où les acteurs comme le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, le ministre de la jeunesse, ils plantent le décor, ils parlent de paix. Qu'est-ce que vous attendez de ce reportage et quel constat faites-vous de la Journée internationale de paix en Guinée? Pourquoi parle-t-on de culture de paix et pourquoi doit-on parler de culture de paix en Guinée? M. Diaoné. Tout d'abord, je voudrais préciser que la Journée internationale de la paix est une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis un peu plus de 30 ans. Et en Guinée, on a commencé à commémorer cette journée il y a 3 ans. Le PBF, la première édition de cette commémoration a eu lieu à Mamou avec l'appui du PBF, du gouvernement guinéen. Et la deuxième édition a eu lieu à Conakry. On avait prévu cette troisième édition qui devait avoir lieu à Boké pour permettre de décentraliser ce processus et faire en sorte que les populations à la base participent à la construction de la paix, mais aussi au débat autour des questions de paix. Malheureusement, avec la situation de Ebola, on n'a pas pu faire ces manifestations festives. Nous avons choisi donc de discuter plutôt, de créer un débat autour de cette question. Et donc, depuis 3 ans, on commémore cette journée en Guinée et on en profite pour à la fois sensibiliser les acteurs nationaux, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs sociaux, c'est-à-dire ceux de la société civile, les syndicats et autres, les partenaires au développement, sur la problématique de la paix en Guinée, sur les facteurs de paix et de conflit en Guinée. Oui, parce que même si on n'est pas dans une situation de conflit armé, on n'est pas loin des pesanteurs qui font croire qu'on risque de tomber dans cette situation. La Guinée, c'est vrai, n'est pas un pays qui est en conflit. D'ailleurs, l'intervention du PBF en Guinée est quelque peu atypique parce que le PBF intervient dans les pays qui sortent de conflit, des pays qui ont vu un conflit ouvert, et le PBF aide les pays là à ne plus retomber dans le conflit. Parce qu'on a constaté que au bout des 10 dernières années, que tous les pays qui sortent de conflit, parce qu'il y a un manque d'accompagnement conséquent, ces pays-là ont tendance à 70% à retomber dans les conflits. Le cas de la Guinée est atypique parce que la Guinée n'est pas un pays qui sort de conflit, mais c'est un pays qui a été entouré de conflits. Vous prenez la Sierra Leone, le Libéria, je dirais même la Côte d'Ivoire, le Sénégal, puis récemment le Mali. Tous ces pays ont été touchés par des conflits ou ont connu des balbutiements de conflits. Et la Guinée a été très affectée notamment par le conflit libérien, et le conflit ivoirien et le conflit sierra-léonais, parce que non seulement on a reçu beaucoup de réfugiés qui ont eu une pression à la fois sur les terres, sur l'environnement, mais aussi sur les éléments sociaux. Mais au-delà, on a vécu ce qu'on a appelé les facteurs résiduels du conflit avec les incursions rebelles qu'on a connues en Guinée dans les années 2002 et 2004. C'est tous ces facteurs-là
l'analyse de tous ces facteurs qui ont permis aux Nations Unies de considérer la Guinée dans l'agenda de la consolidation de la paix pour aider le pays à ne pas, parce que le pays a été assez secoué par tous ces conflits, pour ne pas que le pays tombe dans le conflit, parce que le pays reste un tampon essentiel pour éviter que la guerre ne se généralise dans la sous-région, notamment de la Mano-Riva. Madame Talikatou Diallo, parlementaire, qu'est-ce que ça vous dit de célébrer la question de paix en Guinée et qu'est-ce que ça vous dit la culture de paix et pourquoi doit-on parler de paix en Guinée? Je voudrais d'abord féliciter les Nations Unies pour avoir choisi une journée consacrée à la paix, parce que la paix est une denrée précieuse qui est nécessaire dans tout pays pour le développement socio-économique réel. Sans paix, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi le Forum des femmes parlementaires de Guinée, auquel j'appartiens, a dans son plan d'action, dans ses objectifs majeurs, privilégié des actions à mener pour la concorde nationale et la consolidation de la paix. Le ministre Gaouné a évoqué les raisons pour lesquelles le Fonds de consolidation de la paix œuvre en Guinée, bien que la Guinée ne soit pas rentrée dans un conflit ouvert. Cela est certes vrai, mais à cela je voudrais ajouter le fait que nous avons quand même traversé durant ces décennies un environnement politique un peu turbulent. C'est le moins qu'on peut dire. On était dans une période d'instabilité politique chronique. Okay. Nous venons d'en sortir il n'y a pas très longtemps, à la faveur des accords du 3 juillet, oui, après la tenue des élections législatives le 28 septembre 2013. Mais avant cela, il y a eu le dialogue, il a fallu un cadre de concertation. Et les acteurs politiques ont été assistés par le système des Nations Unies. Ensuite, il faut le reconnaître, ces dernières décennies, il y a eu des crises en Guinée. Peut-être pas de conflits armés, mais il y a eu des crises politiques qui auraient pu mener le pays, si des dispositions n'avaient pas été prises de médiation et tout, dans un conflit ouvert. Heureusement, cela n'est pas arrivé. Nous souhaitons que cela n'arrive pas, parce qu'il y a eu les vertus du dialogue qui nous ont amenés vraiment à transcender ces divergences qui étaient mineures et parfois qui atteignaient des proportions où les discordances étaient majeures. Grâce à cela, nous avons pu quand même aller aux élections et sortir de la période d'exception et essayer au moins de remédier à cette précarité institutionnelle au niveau de la République de Guinée. La transition est allée à son terme et aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer à ce qu'on puisse boucler le cycle électoral dans la paix. C'est pourquoi il faut vraiment une culture de la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Nous sortons au niveau de l'Assemblée de la session des lois. Au niveau de la session des lois, sur les 18 projets qui ont été adoptés au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des conventions vraiment porteuses. Quand on prend le projet Simandou Sud, qui va ouvrir un corridor vraiment des plus bénéfiques pour les populations guinéennes en termes d'emploi et de développement socio-économique de la nation. Quand vous voyez les chiffres, les investissements de plus de 20 milliards, ensuite les infrastructures qui vont être réalisées, c'est comme si il y aura une embellie du PIB, de telle sorte qu'on pense même à la découverte du pétrole, si vous voyez les prévisions. Mais tous ces corridors qui vont être ouverts au nord ou ouest, le corridor de l'est à l'ouest, tout ça, on ne peut pas les réaliser sans la paix. Donc c'est le principal ingrédient, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Et pour ça, nous tenons au niveau du Forum des femmes parlementaires de Guinée de véhiculer des messages à tous les niveaux, à tous les leaders d'opinion, à tous les leaders des partis politiques et faire une synergie, pourquoi pas avec la société civile, pour sensibiliser, pour que la paix soit toujours de saison dans notre pays. Donc il est important que la paix soit, comme vous l'avez dit, de saison dans notre pays.
C'est le cheval de bataille de tous les Guinéens, parce que nécessairement avec les projets qui s'ouvrent sur la Guinée, il serait très important que la continuité et la cohésion sociale portent après son pesant d'or pour que ces richesses ou bien l'exploitation des richesses guinéennes soit effective. Mais justement par rapport à cette question de paix, récemment à Zérékouéré, on a suivi la question de sensibilisation d'Ebola qui a écorché un peu la cohésion sociale, où des barbaries ont été commises. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est abominable. Oui, ce qui s'est passé à Zérékouéré est abominable, c'est d'une violence inouïe. C'est vrai, et que je crois que la procédure judiciaire s'est engagée avec l'État. Il y a eu des interpellations, des corps ont été retrouvés. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut regarder, c'est que ce n'est pas, par rapport à Ebola déjà, ce n'est pas la première, ce ne sont pas les premières manifestations qui sont déroulées. On a vu il y a 4 mois en arrière où des populations sont allées extraire des malades d'un centre de Médecins Sans Frontières. Okay. Ensuite, on a vu les populations de Zérékouéré déferler parce que on a dit que le marché de Zérékouéré a été désinfecté. Et pour moi, ça veut dire que non seulement il y a un problème lié à Ebola, mais il y a aussi une question de violence récurrente qui s'est installée dans la région, qui demande une intervention plus soutenue et une analyse plus profonde de la situation de la violence à Zérékouéré. Maintenant, pour revenir à la question de Ebola, je crois qu'il y a maintenant un mois, au niveau des Nations Unies, notamment au niveau du BBF, on est en train de faire des analyses pour montrer que Ebola est une question sécuritaire. C'est une question qui affecte la vie des gens, qui affecte la survie des populations. Donc, c'est une question sécuritaire. Mais au-delà, c'est une question aussi liée, disons, aux facteurs de conflit. Pourquoi? Tous les éléments aujourd'hui montrent que l'Ebola est un facteur de conflit. Mais au-delà, il est démontré que les épidémies en général, vous regardez toute l'histoire du monde, des grandes épidémies, il y a toujours eu, puisque les facteurs sociaux n'ont pas été pris en compte, il y a toujours eu que ces facteurs sociaux se sont transformés parfois en violence parce que les attentes des populations n'ont pas été prises en compte. Okay. Donc, vu tout cela, au niveau du PBF, nous sommes en train de travailler. Ebola n'est pas seulement une question sanitaire, mais c'est une question qui doit être abordée à un niveau multisectoriel, c'est-à-dire que la stratégie de riposte doit être une stratégie multisectorielle qui intéresse à la fois les aspects sanitaires, mais aussi les aspects sociaux, les aspects voire même politiques, pour que l'on puisse cerner l'ensemble des éléments et que cela ne nous amène pas à basculer dans la violence comme ce qu'on a commencé à observer dans la région de Zérékouéré. Donc ça veut dire que concrètement, Ebola impacte sur la situation politique, la situation humanitaire, la situation économique et même la cohésion sociale du pays. Alors madame, selon vous, vous qui êtes active dans la question de paix en Guinée, quelles sont les réponses que pourront donner les partenaires au développement, mais aussi le gouvernement guinéen à cette question fondamentale? Oui, c'est une question épineuse qui devient de plus en plus préoccupante. Mais en tant que femme parlementaire, en tant que parlementaire, nous avons pris quand même assez de dispositions pour que les députés unis au cours de cette intercession fassent de la sensibilisation dans toutes les préfectures de leur ressort. Et ce qui est en train d'être fait au niveau des femmes parlementaires, notre présidente, l'honorable Fadima Magasuba, est à pied d'œuvre pour cela, parce que nous avons monté un projet et soumis à Madame la ministre de l'Action sociale. Nous avons eu des séances de travail pour nous impliquer également à ce niveau. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut des actions concrètes pour pouvoir parer au plus pressé à ces désagréments. Il faut la culture de la paix dans ce pays. Ce n'est pas seulement pour Ebola, mais toutes les situations dégénèrent facilement vers des conflits.
la violation de l'intégrité physique des uns et des autres. Et pourquoi nous félicitons les sublimes ressortissants de Télémélé, par exemple, qui ont coopéré avec les services de santé, les institutions internationales, avec le gouvernement. Et vous voyez, il y a eu extension de ce foyer. Et c'est un cas vraiment qu'il faut capitaliser. La sensibilisation, puisqu'on parle de sensibilisation, mais je crois qu'il faut aussi associer les efforts, les leaders d'opinion, les religieux et les fils du terroir. Qu'en pensez-vous? Une épidémie comme ça, à cette échelle-là, tout le monde doit être impliqué, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, que ce soit la société civile notamment, tout le monde, les jeunes, les femmes, tout le monde doit être impliqué dans la sensibilisation. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre les dynamiques internes des populations pour que la sensibilisation tienne compte de ces facteurs-là. Du côté des Nations Unies, je voudrais quand même apporter une information pour ceux qui ont suivi hier. Les Nations Unies ont sorti une dernière résolution à propos de Ebola, où désormais Ebola, il est demandé à tous les pays du monde, et ça a été voté par les 131 pays présents au Conseil de sécurité, de s'allier pour que la question de Ebola devienne une question prioritaire pour tout le monde. Deuxièmement, il y a une mission spéciale des Nations Unies qui va être déployée, une mission multisectorielle qui va être déployée pour appuyer les pays à lutter contre cette maladie. Cela démontre aujourd'hui que le fléau est assez important et que des efforts doivent être fournis et que la riposte ne doit pas être que sanitaire. Et cette riposte-là, elle doit être sanitaire, mais aussi elle doit être du niveau de sensibilisation et du niveau d'éducation, du niveau d'information pour que les gens sachent exactement ce qu'il faut faire. Il est important que le gouvernement, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement, mais que le gouvernement tienne compte de tout ce qui se passe aujourd'hui pour prendre des mesures. Ce qui s'est passé à Womé doit permettre juste de comprendre. Womé, il y a eu un crime et tout crapuleux qu'il faut condamner. La justice va faire son travail. Mais il faut tirer les leçons de ça pour le transmettre dans notre façon de travailler avec les populations, comprendre pourquoi il y a des réticences et développer des thématiques de sensibilisation par rapport aux questions, aux réponses qu'on aura trouvées. Je crois que sur la question, le chef de l'État, il est souvent revenu là-dessus. Il a fait preuve de perspicacité à ce niveau. Il a fait appel à la presse, aux médias, il a fait appel aux commerçants, il a fait appel à toutes les couches pour que tous accompagnent les dynamiques des partenaires et puis du gouvernement dans cette lutte-là. Alors par rapport à cette question de paix avec Ebola, on va suivre avec vous rapidement le micro-trottoir de notre équipe de tournage sur le terrain. Suivant. Aujourd'hui, nous aimons ce pays, nous aimons la Guinée et nous faisons que la promouvoir. Mais on pourra mieux promouvoir un pays quand le pays là n'est pas dans la paix. La meilleure façon de vendre l'image d'un pays à l'étranger, c'est quand ce pays est dans la paix. Pour consolider la paix, pour moi, il faut déjà qu'il y ait une dividende à cette paix-là. Il faut que chaque Guinéen puisse trouver un intérêt particulier à vivre dans une société paisible. C'est la prise en compte de certains de nos compatriotes qui vivent dans des circonstances assez difficiles. Et le fait de faire sentir à ces citoyens-là qu'ils sont dans une société solidaire, qui est l'une des devises de notre République, travail, justice et solidarité. Il faut présenter une jeunesse sans ethnie. Donc c'est l'une des raisons pour consolider la paix en Guinée. Parce que c'est une famille en fait. Donc il faut accompagner les jeunes dans leur activité. Il faut que les politiciens aient le courage de parler à leurs militants, de parler aux citoyens, de leur dire exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Il ne faut pas parler en sa faveur, il faut parler en faveur de la Guinée. C'est la case commune. Si cette case brûle, où nous allons partir? Voilà.
Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, retour sur ce plateau. Je crois que l'opinion des uns et des autres converge vers l'unité pour combattre la fièvre Ebola et pour que les Guinéens tous ensemble se mettent ensemble pour aussi se pardonner et vivre la paix de tous les jours, faire la cohésion sociale, comme le disent déjà les affiches autour de nous. C'est une question de paix, c'est ce que le système des Nations Unies prône, c'est ce que PDF prône, c'est ce que Mme Dialkatou Diallo du Parlement guinéen prône. Alors, on va revenir un peu sur les efforts des uns et des autres par rapport à cette question de paix en Guinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les populations, les zones d'ombre qui font patiner un peu la démarche vers la paix font écho, mais il y a quand même eu des efforts. Il y a eu des efforts au point de vue du processus démocratique, après les élections présidentielles législatives. Il y a eu des efforts également au niveau de la justice, au niveau de la lutte contre les violences faites sur les femmes. Il y a eu des efforts dans la lutte contre la violence sur les droits de l'homme et des libertés publiques. Concernant également la réconciliation nationale, il y a eu des efforts, il y a eu une commission qui a été mise en place. Alors, les efforts à ce niveau, M. Diaoné, vous qui êtes du PDF, du Fonds de consolidation de la paix, est-ce que concrètement vous ressentez qu'il y a eu des efforts? Oui, c'est clair qu'il y a eu des efforts et des résultats dans le processus, disons, de stabilisation du pays, mais aussi dans le processus de construction de la paix. Vous vous souvenez qu'en 2008, la Guinée était un pays qui sortait d'une période de tumulte. Vous avez suivi les événements de 2006, les événements de 2007, et PDF a commencé à intervenir en Guinée en 2008 pour aider le pays à sortir justement de ces crises répétitives où la classe sociale était totalement dehors. Vous avez vu, toute la société civile guinéenne ici est dehors parce qu'on était confronté à une crise politique. On n'arrivait pas à renouveler notre Assemblée nationale afin d'assurer la continuité de la gestion du pouvoir. Donc, on a commencé à intervenir en ce moment. Ensuite, il y a l'armée qui a pris le pouvoir. Et en cette période aussi, le PDF a continué à intervenir en Guinée pour instaurer à la fois un processus de dialogue, mais aider aussi à sortir rapidement de cette période de transition. Ce qui a permis de concevoir le premier programme de réforme du secteur de la sécurité qui est aujourd'hui en cours et qui a permis de stabiliser l'armée, même si les résultats ne sont pas tout à fait terminés. C'est-à-dire qu'on est dans des efforts qui doivent continuer, mais aujourd'hui, on est arrivé à stabiliser l'armée. Vous avez vu le recensement biométrique de l'armée qui a permis de savoir qui est dans l'armée, qui fait quoi dans l'armée, qui est à quel niveau, quelle est la pyramide des grades. Avec la mise à retraite de l'important nombre la mise à la retraite de 3928 militaires, qui était quand même une première dans les pays francophones, où on mettait autant de personnes en même temps à la retraite et que cela ne fasse pas des bruits de botte. Donc il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a actuellement un projet qui permet un peu de mettre en place un processus de contrôle civil et démocratique de l'armée qui se fait avec l'Assemblée nationale, qui permet aux autorités nationales, y compris les autorités parlementaires, de contrôler la gestion de l'armée, de contrôler le budget de l'armée. Et je pense que c'est des choses avant qu'on ne nous ait pas dit, parce que tout simplement, l'armée, quand tu parlais d'armée, on dit non, c'est un budget de souveraineté et personne ne doit toucher, c'est un sujet tabou. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de débat à l'Assemblée nationale. Et ça met de la transparence dans la gestion de l'armée. Le président de la République est le président du comité de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité. Et à ce titre-là, il y a eu un conseil stratégique que les Nations Unies, à travers sur un financement du PDF, a mis en place auprès du chef de l'État pour l'aider à réfléchir dans les prises de décision, pour l'aider à prendre les bonnes décisions, pour l'accompagner et l'aider à préparer les décisions. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui font aujourd'hui qu'on a une sorte de stabilisation au niveau de l'armée qui du coup a une influence sur la stabilité globale du pays. Ensuite, nous avons accompagné le processus électoral. Le PDF quand même a financé l'essentiel des aspects périphériques du processus des élections législatives. Nous avons financé
non seulement la fixation des élections, avec la mise en place de la Fosselle et tout, nous avons financé le dialogue. Elle parlait tout de suite du dialogue avec cette Djinit, sous l'égide de cette Djinit et des deux co-présidents et des deux co-facilitateurs, M. Somparé et M. Silla, qui ont accompagné un processus de dialogue politique pour permettre d'arriver aux accords du 3 juillet qui nous ont permis de faire les élections législatives sans heurts. Et nous avons aussi financé tous les processus de mise en place de la confiance, de formation des partis politiques, d'alerte précoce par rapport aux élections. Tout cela parce que notre rôle est de faire en sorte que le pays ne retombe pas dans la crise. Donc nous mettons tout en place par rapport au processus qui présente des risques de crise pour le pays. Nous faisons en sorte, avec l'appui bien sûr de la partie nationale, parce que je rappelle que le président du comité de pilotage du Fonds de consolidation de la paix, c'est monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Donc toutes les décisions sont prises par ce comité et nous, PDF, nous ne faisons qu'appliquer ces décisions-là. Et ces décisions participent à faire en sorte que ce pays-là soit stable et qu'il ne retombe pas dans la crise. Alors, Mme Dialikatou. Je voudrais d'abord préciser que le manque de paix ne veut pas dire seulement l'absence de conflit. On peut avoir de l'instabilité politique chronique ou des conflits sociaux qui amènent le manque de paix, et ça a absolument presque les mêmes résultats sur l'impact du développement socio-économique des nations. Et en Afrique, en Guinée notamment, on doit faire très attention, nous ressaisir. Les contradictions ne doivent pas aller plus loin jusqu'à friser la surenchère au moment. Il faut croire aux vertus du dialogue. Le cadre de concertation doit être permanent pour qu'on se concerte, qu'avec le dialogue, qu'on puisse transcender les divergences et finalement aller à autre chose, amorcer le véritable développement socio-économique de ce pays. Les pays qu'on prend comme le Cap-Vert, où ce sont des pays modèles en matière de gouvernance politique et de stabilité politique. Vous voyez l'embellie sur le plan économique. C'est une véritable success story au Cap-Vert. Il y a l'alternance pacifique depuis 2 millions entre les deux principaux partis. Il y a même actuellement une cohabitation qui se passe sans heurts. Et vous voyez, le Cap-Vert est sorti de la liste des pays les moins avancés de la planète. C'est une économie à revenu intermédiaire. Cela n'est pas fortuit, c'est dû à la stabilité politique. Et alors, il est vraiment intéressant de miner de tels pays pour aller de l'avant. La stabilité politique, on en parle encore dans cette émission. Je crois qu'il faudrait que le Guinéen moyen ou le commun des Guinéens sache que l'unité nationale, la paix, n'a pas de prix, parce que quoi qu'on fasse, on va se retrouver sur une table ou sur l'arbre à palabre et tirer les leçons. Ne pensez-vous pas que le manque de justice, le chômage des jeunes est une menace à la paix? Il faut saluer les efforts du gouvernement, parce que au niveau du comité de pilotage, le Premier ministre a toujours insisté sur le fait que non seulement la question de l'emploi des jeunes doit rester une priorité, mais au-delà, qu'il doit exister une synergie entre ce que fait le PBF et ce que font les autres partenaires. L'exemple le plus frappant de cela, c'est le nouveau projet filet socio-productif de la Banque mondiale, où la Banque mondiale a mis 25 millions de dollars pour aider à l'emploi des jeunes, mais à côté pour permettre au projet d'aller plus vite et s'intéresser aux questions de haute intensité de main-d'œuvre, le PBF a rajouté 2 millions de dollars, donc ce qui nous amène à 27 millions de dollars. Et ce projet-là actuellement est en cours. La première phase est en train d'être développée. Le coordonnateur était à l'intérieur du pays pour aider un peu les jeunes à structurer des projets qu'ils vont financer. Nous avons plusieurs projets comme ça au niveau du PBF. C'est un peu plus de 8 millions de dollars que nous mettons dans notre enveloppe dans l'emploi des jeunes. Mais au-delà, nous sommes un fonds catalytique. C'est que lorsque nous mettons 8 millions, on travaille avec les partenaires pour qu'il puisse y avoir 10 fois 8 millions et que cela puisse permettre de s'attaquer aux vrais problèmes d'emploi des jeunes. Parce que nous essayons de sortir le problème pour que tout le monde voit le problème et comment on peut résoudre le problème, et nous poussons les autres partenaires à faire en sorte que cela soit une priorité et que les méthodologies puissent un peu se recouper. Par rapport à ça, Madame Dr Dialikatou, la place de la femme dans tout ça? Vous savez, la femme doit occuper une place de choix dans la cohésion sociale au niveau de chaque nation.
Les femmes, en général, ont 3 qualités que les plus grands machistes quand même les reconnaissent cela. Premièrement, elles ont le sens de la concertation et du compromis. Ça, c'est très important, c'est fondamental dans la recherche de la paix. Deuxièmement, elles ont l'intuition développée, donc elles peuvent plus rapidement trouver une solution idoine à un problème qui se pose. Troisièmement, c'est le refus chez elles de prendre des risques inconsidérés. Donc au niveau intégrité, je crois qu'elles sont quand même, elles occupent une place de choix. Avec tout ce cocktail, on peut tirer beaucoup de femmes et les femmes doivent s'impliquer. Nous l'avons fait déjà au niveau des femmes parlementaires. Le réseau des femmes parlementaires s'implique dans la gestion, dans la recherche de la paix. Déjà, notre baptême de feu, c'est au cours de cette session parlementaire où l'opposition avait, pour une autre raison, ce n'était pas des problèmes parlementaires, mais avait décidé de se retirer de l'Assemblée nationale, de suspendre sa participation pour revendiquer concernant le dialogue politique, le respect des accords du 3 juillet. Et le Forum des femmes parlementaires s'est impliqué aussitôt. Malgré que ce forum composé de 24 femmes est composé de dames de différents courants politiques, mais à l'unanimité, nous nous sommes aussitôt impliqués pour trouver la solution au règlement de cette crise qui venait de naître. On a trouvé un écho joyeux au niveau du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, et vous voyez, à la suite, vous la connaissez. Et c'est vraiment des exemples concrets. La question déjà d'équité est beaucoup plus respectée maintenant. On a l'impression. Il faut s'y impliquer, il faut que les gens comprennent que partout on parle de nations avec économie prospère, c'est qu'il y a la paix dans ce pays. Il y a la paix dans ce pays. L'instabilité, oui. On ne peut pas connaître un développement. Donc pour finir, il y a la paix dans ce pays, il faut que la paix perdure dans ce pays en Guinée. Alors, on va demander à vous deux, M. Diaoné, Dr Zalikatou, pour que la paix soit pérenne en Guinée, pour consolider la paix, qu'est-ce qu'on peut entendre des politiques, des partenaires, de la société civile et des religieux? Pour aborder cette question, la première chose, on va vers des échéances électorales de 2015, qui sont des échéances importantes et cruciales pour la Guinée. Il est important que dans ce processus-là, que l'ensemble des acteurs privilégient le dialogue et le règlement pacifique de tous les différends qui existent entre les acteurs politiques. Et je crois qu'il est important que les cadres qui ont été créés pour cela soient remis en place pour que le processus du dialogue puisse se faire. De l'autre côté, je crois qu'il est important que la communauté internationale, PBF y compris, se mobilise pour qu'un travail de sensibilisation, mais aussi de formation et d'éducation puisse se faire au niveau de l'ensemble des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, les syndicats, les jeunes, les femmes, pour que tout le monde comprenne que l'échéance politique est une échéance qui permet de passer des caps dans la gouvernance et c'est la manière de dévolution du pouvoir. Et que cette manière de dévolution du pouvoir ne doit pas être un facteur de déstabilisation nationale. Et pour ce faire, donc, il faut faire en sorte que les acteurs puissent se faire confiance. Donc dans ce domaine-là, le PBF, en tout cas l'année prochaine, va être assez impliqué, on a commencé à faire du plaidoyer autour de ça, assez impliqué pour tout ce qui concerne les aspects périphériques aux élections. On ne va pas intervenir sur des questions techniques et ainsi de suite, mais tout ce qui est question de sensibilisation, question de citoyenneté, question de dialogue, question de sécurité, nous allons nous impliquer pour éviter que les élections ne soient un risque à la paix pour la Guinée.
Deuxièmement, sur les autres questions, notamment les questions minières, nous avons actuellement un projet spécifique qui consiste à la prévention des conflits dans les zones minières. Et ce projet-là va être lancé d'ici le mois de novembre. Et ce projet va s'évertuer à travailler dans les zones minières pour essayer de prendre en compte l'ensemble des revendications qui sont là et mettre des structures de dialogue, de concertation et de résolution pacifique de ces conflits. Nous allons essayer d'accompagner en relation non seulement avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui va piloter le processus, mais aussi avec tous les acteurs du secteur minier, les compagnies minières, les travailleurs du secteur minier, pour permettre que les mines qui constituent aujourd'hui la base même de la stratégie du développement du pays ne soient pas un facteur de conflit, empêchant ainsi au pays de faire son décollage. D'accord. Merci M. Diaoné. Madame, pour finir, concrètement, qu'est-ce qu'il faut attendre des partenaires, des gouvernants, mais aussi des femmes et des religieux? Pour que la non-violence soit proverbiale chez nous en Guinée, il faut vraiment des efforts. Il y a des acquis, il faut le reconnaître. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers qui ne ménagent rien pour accompagner la Guinée dans ce sens. Mais il doit y avoir beaucoup plus d'efforts de la part du gouvernement, de la part des partis politiques. Les leaders et les dirigeants des partis politiques doivent éduquer les militants, instaurer la culture de la non-violence. On peut résoudre tous les problèmes sans avoir recours à la violence. Et cela, il faut un effort simultané, et du gouvernement et de la classe politique. Et bien, il vient d'évoquer au niveau des zones minières, les problèmes et les contradictions peuvent être résolus à la table des négociations. Je crois aux vertus du dialogue. Le dialogue, rien ne remplace le dialogue, quelles que soient les guerres, elles ont beau durer comme au Moyen-Orient, 70 ans de conflit, mais on finira par la table des négociations, venir et dialoguer pour pouvoir sortir de ce tourment. Ici, il faut que le cadre de concertation soit périn et que les partenaires techniques et financiers continuent à nous accompagner, à accompagner le gouvernement et la classe politique pour s'entendre. Les leaders religieux doivent s'impliquer comme vraiment, et surtout les femmes. Elles ont fait preuve, au moment où je me suis preuve d'une implication sans précédent, efficace, au moment du dialogue politique, avant la signature des accords du 3 juillet, il y avait de ces dames de la société civile qui se sont impliquées avec des slogans. Elles étaient là, elles attendaient, chaque fois que les acteurs politiques étaient dans la salle, elles attendaient pour essayer vraiment d'inciter les uns et les autres à s'entendre. Elles disaient même, on attend que la fumée blanche sorte. Et ça, c'est le rôle des femmes. Et je voudrais aussi dire que ce qu'on doit surtout faire, on doit œuvrer en sorte qu'on ne considère pas seulement les faits, mais il faut savoir quelle est la cause, il faut diagnostiquer le véritable mal et soigner le mal à sa racine. Les inégalités amènent toujours ces conflits, les frustrations amènent ces conflits, la méfiance, le manque de confiance réciproque entre les différents acteurs. Et si on veut soigner le mal à la racine, on doit créer toutes les conditions nécessaires pour que cette méfiance cesse entre les acteurs, que la confiance renaisse. Et ça, la communauté internationale accompagne le plus souvent les Guinéens, j'ai la preuve de ça. Ensuite, réduire les inégalités sociales. Et pour ça, il faut encore la paix. Quand le pays est stable, les investisseurs, le pays devient une destination privilégiée pour les investisseurs. Ils investissent et avec ces grandes multinationales qui viennent, cela permet de résorber le chômage, la prospérité est là et
on ne parle presque plus de conflit. Donc la paix, c'est la question fondamentale qu'il faut que les Guinéens se donnent la main pour en finir une fois pour toutes avec les différends, les querelles intestines, pour que la paix règne en Guinée. Je crois que, comme l'a dit le professeur Alpha Condé, ensemble, nous bâtissons la Guinée. Et comme l'a dit également Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est le comportement. Mesdames, Messieurs, c'est ce que nous demandons à tous les Guinéens de faire, de se pardonner, pour que vive la paix en Guinée, pour que la cohésion sociale existe. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde, mais surtout à Tunkarata, dans mon village natal. Une fois encore, merci. À très bientôt.